Maintenant avec François Attané, qui est philosophe, qui est agrégé et docteur en philosophie, qui aussi, je précise, est chercheur en éthique appliquée au labo sciences, normes, décisions. François Attané a aussi écrit un livre qui est paru en 2011 sous le titre de Pour une histoire naturelle du don à la presse universitaire française. Voilà, que vous pourrez vous procurer et d'ailleurs que nous mettrons à l'issue de ce colloque sur notre site public où il y aura bien sûr le compte-rendu de ce colloque et un certain nombre d'informations. Donc il exerce au CNRS et aussi à l'université de Paris-Sorbonne. Donc je vais lui passer la parole et quand même pour lancer la discussion, la première question que je lui donnerai, c'est les nouvelles technologies se développent avec des conséquences sur les relations du travail. Donc, que dire sur le sujet ? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Pour aborder cet ensemble de problèmes, je partirai de la remarque de Stéphane Lardry en introduction qui disait que la dignité au travail devient un enjeu majeur dans la société contemporaine, mais je voudrais ajouter que la question de la dignité n'est absolument pas dissociable dans le cadre du travail de celle de la reconnaissance au et par le travail. Et c'est à propos de cette notion de reconnaissance que je voudrais aborder les questions qui nous préoccupent et apporter un éclairage un petit peu latéral aux questions relatives au burn-out. Je voudrais partir du constat qui a été formulé par 2 enquêtes récentes menées dans des services médicaux d'urgence à Caen et à Angers, qui ont été publiées dans la revue des archives des maladies professionnelles. Parmi les personnes actives hospitalisées suite à une tentative de suicide inaboutie, près de 4 sur 10 ont déclaré que leur geste est directement ou principalement lié à leur travail. Or, ces sujets ne présentent pas des situations de travail qui sont très différentes des autres suicidants, sauf sur les 3 points suivants. Premièrement, ces hommes et ces femmes ont une ancienneté relativement longue, en moyenne 6 ans dans la même organisation. Deuxièmement, ils sont plus nombreux à déclarer être amenés à faire au travail des opérations qui heurtent leur conscience professionnelle. Troisièmement, ils sont également plus nombreux à déclarer ne pas obtenir de la part de leur hiérarchie la reconnaissance qu'ils pensent mériter. Conscience professionnelle, mérite, reconnaissance, ce seront les 3 axes de mon propos avant d'arriver à la question du numérique. La coexistence d'une conscience tourmentée avec une relative ancienneté dans le métier, elle est tout à fait significative. C'est dans la durée que se construise une sensibilité aux normes, formelles ou informelles, d'un métier et le sentiment de ce qu'est un travail bien fait. En somme, une conscience professionnelle. L'ancienneté peut rendre aiguë la perception d'un changement dans l'organisation du travail et de ses éventuelles conséquences négatives sur les collègues, sur les usagers, sur les clients. Ces observations soulèvent le thème très important, majeur, de la souffrance éthique. Michel Debout parlait tout à l'heure d'un conflit de sens dans le travail. C'est exactement de cela dont je veux traiter maintenant. La souffrance éthique, c'est l'appréhension douloureuse d'un divorce entre ce qu'on fait par nécessité, par exemple pour ne pas perdre son emploi, et ce qui devrait être fait pour que le travail soit bien fait, ce qu'on pense qu'on devrait faire pour que le travail soit bien fait, pour que le client ne soit pas trompé, pour que la sécurité des collègues soit assurée. Je prendrai l'exemple de ce mécanicien automobile qui consulte un médecin psychiatre à propos de ses idées suicidaires. Il s'avère obsédé par un changement récent dans son travail. Alors qu'il devait vérifier 12 points de sécurité sur les véhicules soumis à son contrôle, sa hiérarchie lui commande, pour aller plus vite, de n'en vérifier plus que 10. Il estime que les usagers des voitures se croiront à tort en sécurité dans les véhicules qu'on lui aura confiés. La souffrance éthique, c'est ce concept forgé notamment par Christophe Dejour ou Pascal Molinier, qui permet de rendre compte de ce type de vécu douloureux dans le travail, qui implique que le travailleur a un sens moral, qui ne peut pas ou ne veut pas anesthésier.
ce qui suggère que la référence aux valeurs et à des normes éthiques n'est pas le seul fait des comités de spécialistes. L'éthique est appliquée partout, par tous, dans les activités les plus diverses, les plus ordinaires, même si ce n'est pas toujours la même éthique. Elle s'inscrit dans les préoccupations ordinaires, quotidiennes, le vécu du travail. Elle détermine l'estime de soi ainsi que le plaisir ou la souffrance à faire ce que l'on fait. Je me permettrai de citer ici le rapport du cabinet KTIS qui a été commandé par le CHSCT de la Poste à propos du siège social suite au décès par suicide de Nicolas Schoeffel. Je trouve dans ce rapport les énoncés suivants à propos des salariés de la direction de la communication de la Poste. Il est dit que nombre de ces salariés ont le sentiment, je cite, de devoir faire face à une dichotomie, en particulier sur le plan de la communication interne, entre la réalité présentée et communiquée et celle vécue comme membre de l'entreprise. Ils se retrouvent en effet souvent, je continue de citer, dans la situation de devenir porte-parole d'un discours officiel chargé de servir des objectifs internes et qui doit attester de la qualité de vie au travail, du changement positif. Ils doivent ainsi prêcher la bonne parole. Ce processus les conduit à reconstruire des descriptions du travail et de son organisation qui travestissent la réalité, leur réalité, et sont pour partie inexactes. Même s'ils ne sont pas dupes et sont capables de décoder les messages qu'ils construisent, ce qui pose problème, c'est le fait d'apporter sa contribution à des activités qui sont contraires à leur identité professionnelle et à leurs valeurs professionnelles. Fin de citation. Ceci se trouve dans le rapport donc, du cabinet KTIS à propos de la situation des salariés de la direction de la communication de la Poste. On est là typiquement dans une situation de souffrance éthique, un conflit de valeurs entre ce qui est demandé par le travail et d'autre part ce qu'on tient pour l'honnêteté, la vérité, ce que l'on ressent, ce à quoi on tient et ce qui compte pour nous. De là, l'enjeu est de savoir si les agents qui vivent ce type de dilemme, de conflit éthique, peuvent participer à leur solution. Ce point est évidemment lié à la capacité d'attirer l'attention de la hiérarchie, voire d'amener les responsables à réviser leurs décisions. Nous voici donc reconduits au problème de la reconnaissance par les supérieurs hiérarchiques. Observons qu'en général, on attend la reconnaissance qu'on considère comme méritée par son travail, par l'importance de la tâche et par la façon de l'accomplir, ce qui renvoie nécessairement à un critère de justice. C'est dans les termes du juste et de l'injuste qu'en effet s'expriment ordinairement les attentes de reconnaissance dans le travail. Et c'est ce qu'exprime très clairement ce tragique document qui a été rendu public par les médias en 2012 et dont vous avez sans doute eu connaissance. Il s'agit d'un courrier électronique de Francis, guichetier de la Poste, qu'il a envoyé à ses supérieurs hiérarchiques quelques minutes avant de se donner la mort. Je vous lis quelques extraits de ce texte. Bonjour. J'ai attendu jusqu'au dernier moment un vrai message d'espoir, un qui montrerait un peu de reconnaissance du travail que j'ai effectué. Rien, rien du tout. Au contraire, pas de bouée pour celui qui se noie à cause des décisions d'une hiérarchie aveugle, juste quelques coups de bâton pour l'éloigner du bord. Ce n'était pas un rendez-vous avec assistante sociale ou docteur qu'il fallait mettre en place. C'était juste s'intéresser un peu à tout ce que j'avais mis en place pour la gestion du back-office. Fin de citation. L'homme qui écrit ces lignes ne demandait pas l'amour. Nous ne sommes pas sur Mythique, sur un site de rencontre. Il ne demandait même pas la reconnaissance pour lui-même, mais pour le travail qu'il avait fait. La reconnaissance qu'à tort ou à raison, il pensait avoir mérité. Dès lors qu'y est impliquée la notion de mérite, il faut admettre que la frustration de l'attente de reconnaissance est aussi, au moins en partie, une souffrance éthique. Les attentes concernant la rémunération ou la promotion interne peuvent être distinguées d'avec celles qui touchent à l'expression de la gratitude. Ces deux sortes d'attentes peuvent se croiser ou s'agréger, mais la satisfaction de l'une ne peut pas se substituer complètement à celle de l'autre. La demande de reconnaissance concerne aussi, on l'aura compris en outre, les modalités de la décision au sein de l'entreprise.
Nous avons vu, les attentes de reconnaissance au travail sont systématiquement formulées en termes de justice, de mérite, de juste et d'injuste. Or, l'attribution juste des tâches, des ressources, des rétributions au sein d'un groupe humain, c'est la question politique par excellence. Nous pouvons en conclure que les attentes en termes de reconnaissance au et par le travail ont des implications importantes concernant le régime politique de l'organisation du travail. Et réfléchir à la souffrance du travail, au travail, conduit à poser le problème des procédures démocratiques dans le travail. Cela ne devrait pas nous surprendre. Les discours tenus dans notre espace public font systématiquement référence à la démocratie comme seule forme légitime de distribution des pouvoirs, des droits et des devoirs. Or, la démocratie implique à minima que celles et ceux ayant à subir les conséquences d'une décision doivent pouvoir y prendre part. Tel est rarement le cas dans l'organisation du travail. Les attentes démocratiques que nous ne pouvons pas ne pas avoir y sont généralement lésées et gravement frustrées. Pourtant, l'institution de procédures de décision démocratique dans le travail est plausiblement un ingrédient essentiel du remède à la souffrance éthique, en offrant à chacun des garanties quant au fait qu'il pourra prendre part aux décisions qui le concernent ou qui touchent aux critères du juste et de l'injuste dans la répartition des tâches et des ressources. Dans le champ aujourd'hui en pleine expansion du traitement de la souffrance psychosociale au travail, les préconisations se différencient selon qu'elles concernent plus ou moins de tels enjeux, selon qu'elles les prennent plus ou moins en compte. Vous connaissez tous le type de discours qui vous recommande de respirer profondément en cas de stress, de pratiquer des exercices de relaxation, de déconnecter, de vous ressourcer, de faire du sport. Vous aurez, je crois, reconnu la voie souvent dite du coaching ou du développement personnel. L'agent individuel est alors traité comme la seule véritable cible thérapeutique, pourrait-on dire, des changements, à travers un foisonnement de préconisations qui sont centrées sur le je, sur la personne, sur l'agent au travail, est-ce que je pense à moi, etc. Les techniques de soi sont alors la clé pour accéder au mieux-être. Et autrui devient une sorte de paramètre de cette économie affective. Il s'agit essentiellement de parvenir à des relations interpersonnelles harmonieuses, et la voie pour ce faire serait d'éviter la conflictualité. La parole comme contestation ou protestation tend à être occultée. Quels que soient les mérites et la pertinence du coaching, le péril propre de cette démarche, c'est la tentation de laisser sous silence l'agentivité politique du sujet, sa capacité d'avoir des effets sur la vie collective et sur les normes de la vie collective. Et c'est donc aussi cette tentation de replier le sujet sur lui-même, sur le seul souci de soi et de son bien-être personnel. Bien sûr, les psychothérapeutes intervenant en entreprise font souvent des recommandations d'un autre type. Elles mettent souvent plus l'accent sur le groupe. Par exemple, la formation à l'écoute, les groupes de parole, la détection de la souffrance des autres et la mise en alerte des responsables. La parole est alors envisagée comme matériau à analyser, mais aussi comme moyen pour l'action, et diverses modifications, parfois dans les processus de travail, peuvent être suggérées. Mais cette façon d'aborder la souffrance au travail a un présupposé majeur. C'est qu'on suppose l'existence d'agents spécialisés dans son traitement, qu'ils soient internes à l'organisation ou venus de l'extérieur. Et ceci soulève, à mon sens, entre beaucoup d'autres, un problème sur lequel je souhaite attirer votre attention. Externaliser ou spécialiser en interne le traitement de la souffrance au travail pourrait s'avérer la meilleure voie pour ce que j'appellerais son endogénisation paradoxale, qui consisterait à prendre en compte la souffrance, mais pour éviter d'en tirer les conséquences pratiques. Investir dans la prévention, la postvention de la souffrance au travail, c'est en effet peut-être inévitablement recourir à des spécialistes de son traitement, ce qui suppose une division du travail, certains travailleurs étant rémunérés pour s'occuper de la souffrance des autres. Or, la division du travail ne peut sans doute pas avoir d'autres effets en ce cas que ceux que nous lui connaissons déjà. Payer le boulanger me décharge de la tâche de fabriquer le pain,
Mais ça me décharge aussi d'avoir à m'en soucier. Et responsabiliser les uns a pour corollaire logique, fatal, que les autres seront déresponsabilisés. Aussi, de telles mesures peuvent revenir parfois à acheter aux psychologues ou aux préventeurs un droit à l'indifférence. En cas de problème, n'y a-t-il pas un service spécialisé auquel il faut désormais s'adresser ? On peut très bien aboutir de cette façon à des organisations encore plus pathogènes, et c'est très exactement ce que nous dit aussi ce courrier de Francis Le Guichetier que je citais à l'instant. Il dit en somme, vous ne pouvez pas vous décharger sur le médecin, sur l'assistance sociale ou sur soutien aux postiers, quel que soit leur mérite, leur utilité. Vous ne pouvez pas vous décharger de la reconnaissance que vous ne m'avez pas accordée et que pourtant je méritais. En somme, en matière de reconnaissance, nous sommes non substituables les uns aux autres. Nous sommes irremplaçables. La reconnaissance que je n'ai pas obtenue de Jean est une perte sèche. Elle ne sera jamais compensée par celle que je pourrais obtenir de Jacques. La fonction de reconnaître autrui ne se délègue pas. Je voudrais maintenant dire un mot sur les tentatives visant à solliciter ou réorienter l'action des pouvoirs publics, dont Jean-Claude Delgen, ici présent, a beaucoup parlé tout à l'heure. Je pense aux actions collectives visant à la reconnaissance institutionnelle de l'épuisement professionnel, du burn-out, comme maladie du travail, actions dans lesquelles Michel Debout et Jean-Claude Delgen, ici présents, ont eu un rôle moteur. On peut soutenir de telles initiatives, comme c'est mon cas, tout en signalant les problèmes qu'elles posent. Les pouvoirs publics sont appelés à reconnaître certaines pathologies spécifiques. Cette médiation pourrait contribuer, espère-t-on, à une meilleure reconnaissance des vulnérabilités et des besoins dans les organisations elles-mêmes. Toutefois, une conséquence non désirable pourrait être aussi d'induire exactement le contraire de ce qu'on souhaite, le contraire de la reconnaissance, en l'occurrence la suspicion. Car on voit mal comment une pathologie peut être effectivement reconnue comme liée au travail sans que cela donne lieu à une réparation ou une indemnisation. Et c'est pourquoi la suspicion de simulation est la contrepartie peut-être fatale de toute reconnaissance de ce type. Une part de l'activité institutionnelle que cette reconnaissance commande, légitimement, risquerait alors d'être réorientée moins vers la détection et le soulagement des gens qui souffrent que vers la chasse aux simulateurs, réels ou supposés. La chasse aux simulateurs est le mal qui menace toutes les formes de reconnaissance officielle d'une pathologie, quelle qu'elle soit. Et donc, du légal au local, la voie n'est ni courte ni droite. Elle peut aussi engendrer son contraire. Passons maintenant aux suggestions relatives à la démocratie dans le travail, qui ont été avancées par exemple par Yves Clos et Michel Golac dans leur dernier ouvrage que je vous recommande, « Le travail peut-il devenir supportable ?» L'idée est que la démocratie sera effective seulement si l'on prend acte de la conflictualité entre les parties prenantes, entre les dirigeants et les salariés, par exemple, mais aussi au sein d'un même métier. Il faudrait créer des montages institutionnels, préconisent Yves Clos et Michel Golac, qui permettraient des controverses réglées, créatrices au sein de chaque unité de travail, pour ce qui touche à son organisation, à ses buts, des controverses où personne n'aurait a priori le droit d'avoir le dernier mot. Des controverses, des délibérations collectives sur les attendus et les normes du bon travail, sur ce que c'est que le travail bien fait et ce que c'est que bien faire son travail. Personne n'a droit a priori au dernier mot sur ce que c'est que bien faire le travail. Mais, vous l'aurez compris, la généralisation de tels dispositifs, elle suppose non seulement des aménagements des organisations, mais peut-être aussi des aménagements du contrat de travail lui-même, voire même une refonte du droit des sociétés. Elle suppose aussi que l'on accepte enfin d'assumer la question qui a été posée tout à l'heure par Jean-Claude Delgen, la question de la subordination. Accepter que soit posé le problème de savoir qui a le droit de donner des ordres, qui a le droit de commander ou de décider pour d'autres. De tels projets, comme ceux qui sont proposés par Michel Golac et Yves Clos, impliquent donc une forte ambition politique. Toute la difficulté est de repérer dans l'entreprise, mais aussi dans son dehors,
les forces sociales susceptibles de se mobiliser pour elles. En somme, notre problème, c'est que dès que les préconisations pour réduire la souffrance psychique au travail visent à un minimum de globalité, il semble qu'on doive en passer par l'instance politique. Mais on peut évidemment se demander ce que l'on peut faire ici et maintenant, alors que ces changements politiques restent très incertains. La plupart d'entre nous, ici présents, espèrent améliorer la situation, sans pour autant attendre que se réalisent des transformations politiques ou juridiques certes souhaitables, mais pas toujours probables dans l'immédiat. Tout le problème est alors de ne pas retomber dans les limitations égotiques d'un certain coaching, comme nous l'avons déjà dit, et de maintenir vif le souci de l'autre et de sa reconnaissance. Qu'est-ce qu'être reconnu? C'est savoir son existence attestée, voire approuvée par autrui. Mais cela implique évidemment qu'on prête attention à l'autre. On peut penser que reconnaître autrui et le lui exprimer, c'est ce que je peux faire ici et maintenant, sans attendre de changement politique. Ce n'est pourtant pas exactement la thèse que je voudrais soutenir. En effet, il est douteux, à certains égards, que reconnaître autrui soit complètement en mon pouvoir, au sens où je serais maître de cette opération. Pourquoi? Prenons la reconnaissance comme identification, reconnaître quelqu'un dans la rue. Cela se fait intuitivement, largement à part moi, hors de mes décisions conscientes. Si je prends maintenant à l'inverse la reconnaissance comme gratitude, quant à elle, pour qu'il y ait de la gratitude, il faut qu'il y ait une affectivité. S'il n'y a pas d'affectivité minimale, s'il n'y a pas un contenu affectif, il n'y a pas véritablement de gratitude. Et les affects, eux non plus, ils ne se décrètent pas, ils ne sont pas directement en mon pouvoir. On a parlé tout à l'heure du respect de soi, du respect de l'autre, et une reconnaissance interpersonnelle froide, vide d'affectivité, qui ne serait pas une simple identification, c'est cela que l'on pourrait qualifier de respect. Cette distance, comme mettre en respect, tenir en respect entre les gens. C'est peut-être seulement en ce sens de respect que reconnaître autrui serait une opération qui relève de ma décision, de mes pouvoirs sur moi-même. Toute autre acception de la reconnaissance fait intervenir en fait une dose de passivité. Elle suppose d'être affecté par l'autre. La reconnaissance est éprouvée plus que choisie avant d'être exprimée. Cette intuition, elle nous renvoie à une notion majeure, c'est celle de l'empathie dans la reconnaissance et dans le travail. Nous prendrons le terme ici, empathie, dans un sens large, de capacité à se représenter les vécus d'autrui sur le mode de l'idée, je pense que tu penses ceci, ou je pense que tu ressens ceci ou cela, ou sur le mode de l'émotion, dont parlait tout à l'heure Michel Debout, j'éprouve une émotion à cause de ce que je crois être ton émotion. Tout le problème est que l'empathie et ses formes éventuellement chaleureuses de la reconnaissance, celles qu'on ne peut pas réduire à l'identification ou au respect, eh bien, elles ne sont pas socialement neutres. Toute stratification sociale dans un groupe humain, quel qu'il soit, entraîne des usages différenciés de l'empathie, allant parfois jusqu'à l'indifférence à la souffrance des autres ou au déni de la souffrance des autres. Michel Debout a signalé tout à l'heure comment l'indifférence peut aussi être une manière de se protéger soi-même. Nous nous accoutumons, en fonction de notre trajectoire sociale, de nos positions sociales successives, à nous laisser plus ou moins affecter par tels ou tels autres. Et cela peut être conforme à nos intérêts. Exprimer de la reconnaissance pour ses subordonnés paraît plus économique à certains égards pour les motiver que de payer leurs heures supplémentaires. Mais il faut encore ajouter qu'il peut être moins coûteux cognitivement, émotionnellement, d'éprouver sincèrement cette reconnaissance plutôt que de la feindre. Et à l'inverse, il est souvent déstabilisant d'apercevoir tout ce que notre position sociale doit à la souffrance et au travail des autres. Diverses variétés de la négligence, du mépris, du déni du travail des autres peuvent trouver là leur principe. Et nos capacités d'empathie peuvent, à ce titre, faire l'objet d'une instrumentalisation, à des fins économiques par exemple, dans des formes de contrôle interactionnel de l'empathie. Je veux parler ici de ce qu'on appelle, en psychologie,
la désempathie, qui est le contrôle de l'empathie qu'éprouve un autre vis-à-vis d'un groupe tiers ou d'un individu tiers. Nos espaces publics sont, pour certains d'entre eux, saturés de discours visant à inhiber notre empathie pour tel ou tel groupe, qu'il s'agisse des migrants, des Roms, des fonctionnaires supposés privilégiés, ou tout ce qu'on voudra. Mais c'est aussi à l'intérieur des entreprises qu'il y a manifestement des instances, des pouvoirs qui ont intérêt à orienter notre empathie vers les uns plutôt que vers les autres, vers les pairs hiérarchiques, les égaux hiérarchiques, plutôt que vers les subordonnés, par exemple, ou vers les clients plutôt que vers les collègues. Il peut y avoir à ce sujet, il y a presque inévitablement des conflits entre des intérêts contradictoires. À qui doit-on prêter attention? Qui a droit à notre empathie, à notre reconnaissance? Quoi qu'il en soit, défaire cette emprise sur nous de ces automatismes, de ces instrumentalisations, de ces intérêts, cela passe nécessairement par un usage plus vigilant et plus critique de notre attention. Nous pouvons alors penser que ce qui dépend de nous, ici et maintenant, c'est une manière de faire attention aux autres, plus ouverte, plus propice à des événements de reconnaissance et d'empathie qui seront peut-être décisifs pour la vie de tel ou tel autre. Qu'à tel moment je dédie mon attention à ceci plutôt qu'à cela, à ceci puis à cela. Voilà qui paraît, au moins en règle générale, pouvoir faire l'objet de ma décision consciente. Il semble donc que mon attention, ce soit ce reste dont je peux décider, au moins en partie, même si je ne peux décider de rien d'autre, même si je suis politiquement, économiquement, socialement impuissant. Et si nous n'avons pas même de pouvoir sur notre attention, on peut penser qu'alors nous n'avons de pouvoir sur rien, rien du tout. Nous n'avons peut-être pas d'autre possibilité que ce pari. Essayer de faire attention à nos façons de faire attention. Nous voici donc orientés, pour conclure, vers une voie très, très étroite, mais sans doute absolument nécessaire. Une écologie et surtout une éthique de l'attention. Cette conclusion n'a rien d'inattendu, mais les argumentations éthiques, en général, débouchent très rarement sur quelque chose que nous ne sachions pas déjà. Nous savons que ce qui importe le plus dans la communication entre deux êtres, c'est bien souvent son reste non instrumental, les petites attentions, les petits riens qui expriment l'attention. Ces riens sont ce que nous donnons dans l'échange. Dans de nombreux cas, ces riens font la valeur véritable des relations dans le travail, et même du travail lui-même. Peut-être parce qu'ils attestent de la singularité, celle de l'autre, cet autre, toi, ici et maintenant, et celle de la relation que l'on a avec lui, il l'approuve. Nous savons que souvent, ce sont ces petits riens, c'est tout cela qui compte le plus, ou plutôt, nous croyons le savoir, car notre attention est une ressource rare et constamment sollicitée, notamment par nos usages des technologies numériques, non pas directement par ces technologies elles-mêmes. La dispersion généralisée de l'attention semble devenir notre lot. Cette dévoration ou cette colonisation de notre attention, observable 100 fois par jour dans l'ordinaire de la vie et du travail, nous détourne de la singularité de l'autre. Il est possible de parler en marchant, de chanter en courant, mais il est à peu près impossible de lire un texte en récitant un autre texte. Impossible d'écouter un texte en lisant un autre. Il est psychiquement, cérébralement, neurologiquement impossible, oserais-je dire, d'écouter son interlocuteur au téléphone tout en lisant ses mails sur son ordinateur. Il est impossible d'écrire un SMS tout en prêtant attention à une conversation ou à une conférence. Au mieux, nous switchons, nous zappons à toute vitesse, et nous pouvons être virtuoses en la matière, nous switchons, nous zappons d'un sujet à l'autre, quitte à ne prêter vraiment notre attention ni à l'un ni à l'autre. Et donc, nous devons prendre garde au fait que, dans le travail, nos usages et nos pratiques attentionnelles peuvent se révéler tendanciellement incompatibles avec un authentique contact à l'autre, et donc avec la reconnaissance qu'il mérite et qu'il appelle. Cette dévoration
Cette colonisation de notre attention se réalise par le moyen d'objets, de signaux, de contenus qui ont été précisément conçus pour nous capter et nous retenir, souvent loin de ce qui importe et de ce qui nous importe. Ces évolutions appellent des vigilances spécifiques. Oui, nous devons faire attention à nos façons de faire attention. Je vous remercie. Merci, François.